Bienvenue dans les Nouveaux Décideurs, heureux de vous retrouver pour une demi-heure d'émission en compagnie, cette fois-ci, d'Olivier Goy. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Lendix et vous allez nous accompagner dans cette émission en présence de Benjamin Grange. Bonjour Benjamin, d'Ensu Aegis Network. Bonjour Thomas. Et Philippe Bailly, NPA Conseil. Bonjour Philippe. Heureux de vous retrouver messieurs. Alors vous en avez l'habitude, on commence tout de suite par une petite séquence Rewind. C'est à Philippe que revient l'honneur de rembobiner. Oui, avec une information qui confirme que décidément, il y a près du Capitole à la Roche-Tarpéienne, une première image, une première vidéo. Elle a 18 mois à peine, c'était le 11 décembre 2014. On était sur le Capitole à l'époque. Et c'était le moment de l'introduction glorieuse à Wall Street de Lending Club, avec comme parrain ou comme fée autour du berceau Larry Summers, un ancien secrétaire d'État au Trésor quand même, l'ancien patron de Morgan Stanley, le titre qui prend 60% dans la journée, la valorisation qui s'envole au-dessus de 8 milliards de dollars, et puis 18 mois plus tard, donc à peine, ça c'était hier, la Roche-Tarpéienne, et c'est la démission surprise de Renaud Laplanche, le patron de Lending Club, auquel on reproche d'avoir placé 22 millions de dollars de prêts à risque à un de ses investisseurs. La motivation n'est pas tout à fait claire. En tout cas, ce qu'il est davantage, c'est que depuis l'introduction en bourse de Lending Club, l'action a perdu la moitié de sa valeur. Donc un vrai problème de défiance hier. Et Olivier, j'ai regardé sur votre compte Twitter, vous avez commenté hier en disant que cette nouvelle montrait la nécessité d'encadrer juridiquement le secteur comme c'est fait en France et pas aux États-Unis. Alors peut-être vous avez envie de dire un mot de plus. C'est sur l'actualité. On est complètement dans l'actualité. Alors c'est vrai qu'en compte Twitter, c'est toujours très dangereux. C'est 140 caractères sur 30 tweets que j'ai fait hier. Non, c'est vrai que ça a créé une vraie émotion, cette nouvelle hier. Une vraie émotion pour deux raisons. La première, c'est que on avait un peu nationalisé le succès Lending Club quand même. Les racines françaises de Renaud Laplanche faisaient que ça tournait en boucle en France. On a l'impression que c'était une boîte française qui s'introduisait sur le Nasdaq. Il faut quand même rappeler que c'est une boîte américaine. Et puis aussi un choc émotionnel parce que c'est une entreprise Lending Club comme le fondateur Renaud Laplanche qui avait extrêmement bonne réputation. C'est-à-dire c'est tout sauf des francs-tireurs. Autant parfois il y a des scandales qui arrivent, des affaires qui arrivent. On se dit oui, on s'y attendait. Il y a eu déjà des affaires beaucoup plus importantes en Chine dans le secteur, des fraudes massives. Là on parle de quoi alors justement, ça c'est la deuxième difficulté, c'est que beaucoup d'émotions, et puis quand on regarde vraiment les faits, d'abord, ils ne sont pas très faciles à comprendre. Même maintenant, avec 24 heures de recul, on ne comprend pas toujours les détails. Le point, en fait, ce qui serait reproché, c'est une mauvaise information commerciale donnée à un investisseur institutionnel. Donc, ce qui est reproché à Renaud Laplanche par son conseil d'administration, ce serait d'avoir vendu pour 22 millions de dollars de prêts, mais sans avoir dit vraiment ce que représentaient ces prêts in fine. Ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà. Mauvaise information commerciale, donc c'est vraiment c'est décrit comme une perte de confiance dans la manière de commercialiser, c'est ça. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des pertes ni pour Lending Club, ni pour l'investisseur concerné. Donc rien, a priori, de systémique. Ça reste quelque chose de très spécifique à Lending Club. Néanmoins, ça n'a pas empêché les observateurs de tous bords d'essayer de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est plus marrant dans ce cas-là aussi, il faut y aller. Benjamin. Est-ce que vous pensez qu'avec les 24 heures de recul, ils ont bien géré la crise ? Alors, moi j'ai essayé vraiment de faire l'effort de comprendre, donc je suis allé à la source. J'ai écouté hier la conférence des relations investisseurs de Lending Club, c'était à 14h heure française, et j'ai écouté leurs explications. J'ai trouvé que les explications, franchement, n'étaient pas claires. Ils nous en ont pas assez dit sur les circonstances, et la preuve d'ailleurs, on en parlait hors antenne il y a 5 minutes, on trouve que les articles qui sortent ce matin ne sont pas forcément très clairs sur ce qui s'est passé. Et s'ils ne sont pas très clairs, c'est pas que ceux qui les ont écrits ne sont pas intelligents, c'est que simplement qu'on leur a mal expliqué. Il y a peut-être quelque chose d'autre donc derrière, à suivre. Alors, ça, c'est l'autre chose surprenante. Oui, à suivre dans tous les cas, bien sûr, mais l'autre chose surprenante, c'est qu'ils ont bien dit qu'il n'y avait rien d'autre derrière. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont expliqué assez clairement à Lending Club qu'ils avaient commandité un audit externe. C'est suite à cela qu'ils avaient trouvé cette mauvaise information commerciale, mais néanmoins que ça se limitait uniquement à ces 22 millions de dollars de prêts. Allez, on rembobine avec Benjamin maintenant. Alors, le sujet sur lequel je voulais revenir, c'était le grand débat de Accélère, qui a eu lieu le 2 mai dernier, et le thème était « Peut-on disrupter le chômage ?» Alors, le Accélère, ça rassemble la communauté des décideurs du numérique. Et donc, chaque année, il propose de débattre sur les grands enjeux de l'économie, de la société, et évidemment de repenser un peu les initiatives numériques. Alors, à un an de l'élection, de l'élection présidentielle, forcément, il lançait le débat sur le travail.
Alors, dans ce débat-là, il y a eu plein de petites phrases, c'est aussi la logique, donc les politiques s'en emparent. Valérie Pécresse qui a dit on a beaucoup subventionné à perte de choses qui ne marchaient pas. Il y avait Laure de la Raudière des Républicains qui dit la recherche d'emploi doit être confiée au privé et aux startups. Bref, chacun y va de sa petite phrase. Et moi, ce qui me frappe derrière, c'est que personne aujourd'hui ne parle vraiment de l'impact du numérique sur l'emploi et la société, au-delà de ces petites phrases. Est-ce que le numérique va créer des emplois ou au contraire on fait perdre à certains secteurs ou à certaines populations par l'automatisation? Là où il en crée, est-ce que ça va être plus rapide que les endroits où finalement on en perd? Et finalement, quand on regarde ce que disent les économistes, les Daniel Cohen, les Jean-Hervé Lorenzi, finalement il y en a qui prédisent une destruction de la classe moyenne à horizon 2025. D'autres, au contraire, prennent appui sur ce qui s'est passé sur la creative class américaine, où finalement il y a eu un solde positif depuis 2002 de création d'emplois. Bref, la question que je me pose, c'est à l'aube de l'élection présidentielle, va-t-on enfin avoir une vraie analyse du numérique et de l'impact sur les politiques publiques? Merci. On va enchaîner avec notre rubrique Pixel. Pixel, donc le portrait numérique d'Olivier Goua, le fondateur de Lendix et auparavant d'une autre entreprise, hein, Philippe. On va en parler en effet. D'abord, quand on regarde votre profil Facebook, on apprend que vous êtes fondateur et président du directoire de Lendix. Jusque-là, pas de surprise, mais on apprend aussi qu'en 2000, vous aviez fondé auparavant 123 Ventures, qui est une société d'ailleurs dont vous restez président du conseil de surveillance. Vous en avez quitté la direction opérationnelle fin 2014. J'ai regardé les comptes de la société en 2014, c'est pas mal, 40 millions de chiffre d'affaires et 30% de rentabilité nette d'après Infogreffe. Et puis, plus globalement, 123 Ventures, c'est 1 milliard 100 millions d'euros d'actifs gérés dans 240 sociétés non cotées. En tout cas, c'est ce que dit le site de la structure. Et avec 60 000 clients privés investisseurs. Et c'est là le trait d'union entre Lendix et 123 Ventures. C'est le fait finalement de permettre à des particuliers de s'initier au métier, aux activités de la finance. D'abord un fonds d'investissement, 123 Ventures, et puis aujourd'hui donc du prêt aux entreprises. Donc dans cette nouvelle activité Lendix, vous l'avez hissé en 18 mois donc à la première place de son univers de concurrence, un univers qui reste quand même encore modeste. C'était 12 millions d'euros en début d'année de prêts consentis par Lendix. Ça a sûrement augmenté colossalement depuis. On est encore quand même un petit peu loin. C'est aussi une belle levée de fonds. C'est aussi une belle levée. 12 millions il y a quelques semaines qui complètent ou qui s'ajoutent à 7 millions précédemment. Et puis un beau tour de table, Partech, la CNP Assurance ou la Matmut dans les nouveaux entrants. Et puis, ça vous a permis déjà une chose, d'acheter le numéro 5 du marché, donc de commencer la consolidation en rachetant le numéro 5 FinSquare, de commencer à regarder avec l'étranger. Vous avez ouvert un bureau ou une filiale en Espagne et en Italie. Et puis, peut-être un dernier mot avant qu'on parle de choses plus sérieuses. J'ai regardé ceux que vous suiviez sur Twitter. Alors, il y en a 617, en tout cas, il y en avait 617 ce matin, avec des profils qui sont peu surprenants, comme celui du directeur de la com de la BPI, ou comme votre actionnaire Matmut Media, mais aussi Marc Lesgui, donc journaliste scientifique, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre, etc., une députée socialiste, Valérie Rabault, c'est pas forcément là qu'on vous situait spontanément, et puis l'association féministe Jamais sans elle, voilà. Benjamin, un mot? On va peut-être laisser Olivier réagir déjà sur le portrait, et puis... je peux faire deux petites réactions à chaud. Je suis habitué parce que souvent on nous dit oui, vous êtes tout petit, vous avez fait. Alors c'est pas 12 millions, c'est 22, mais c'est pareil, 22 ça reste une goutte d'eau dans un océan qui est le prêt au PME qui est 80 milliards d'euros par an. Donc évidemment 22 rapporté à 80, on a conscience d'être rien du tout. Stéphane Soumier faisait allusion à BFM tout à l'heure, il m'appelle monsieur 0,00001% de part de marché. Donc effectivement on est tout petit. Le point néanmoins qui nous donne la pêche et qui nous donne envie d'avancer, c'est quoi? C'est quand on se compare. En fait, quand on s'introspecte, on s'inquiète.
s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Et comment on se rassure? On se rassure en se comparant aux leaders anglo-saxons, les grands champions, et notamment les champions anglais. Il y en a un qui s'appelle Funding Circle, qui a commencé en 2010, qui a déjà prêté plus d'1 milliard. Et pourtant, la première année d'exercice, il a prêté 4 millions. On a fait 5 fois plus, nous, la première année. Voilà, donc ça nous donne de l'espoir, et ça montre qu'il y a une vraie dynamique en France, mais pas seulement en France, en Europe continentale de manière générale. 2016, vous allez prêter combien? Une cinquantaine de millions pour vous donner l'ordre de grandeur. Oui, c'est x5, exactement. Et même si on compare le mois parce que maintenant on a une année d'existence, si on compare notre mois d'avril 2015 à notre mois d'avril 2016, on voit cette tendance très forte à l'augmentation. On va revenir sur Je peux répondre sur le compte Twitter ou pas, non? Oui, bien sûr, parce que là c'est le portrait justement. On parlera du business après. Alors, sur les comptes Twitter, ça me fait une transition. Alors, je suis les gens de tous bords. D'abord, il faut être ouvert d'esprit. Hein. Donc, je suis à droite, à gauche, bien évidemment. Et en plus, Valérie Rabault, bon exemple, parce que les politiques de tous bords ont accepté, c'était le 3 mai dernier, de venir au pavillon Gabriel pour la grande manifestation de France FinTech. Donc, c'est la première fois que les FinTech françaises se rassemblaient au pavillon Gabriel. C'est un vrai succès. Il y avait 880 personnes et il y avait des politiques de tous bords. Valérie, bien sûr, qui était là pour donner le point de vue, on va dire, de la gauche. Il y avait Emmanuel Macron, je vous laisse qualifier le parti, et nous avions Bruno Le Maire, également candidat aux primaires, que j'ai eu la chance d'interviewer sur scène. Donc il y avait vraiment une dynamique politique globale pour saluer la tech française et la fintech française en particulier. Vous attendez encore quelque chose de la politique en tant qu'entrepreneur? Alors, en tant qu'entrepreneur, j'aurais tendance à dire non. Je crois vraiment à la vertu du privé. Dans le monde de la fintech, je suis obligé de dire oui. Je suis obligé de dire oui parce qu'on évolue dans un monde qui est régulé. Ça, c'est une dimension qu'on n'enlèvera pas à notre métier. On ne peut pas travailler main dans la main, on ne peut pas travailler sans être main dans la main, avec Bercy, avec le régulateur. C'est indispensable. Et d'ailleurs, ce que j'expliquais le 3 mai, c'est qu'on est même un peu jaloux des Anglais de ce point de vue-là, parce que les Anglais sont très forts. Il y a une vraie union sacrée British Business Bank, donc l'équivalent de la BPI locale, de l'État et des startups. Benjamin. Justement, quand les politiques s'intéressent à vos modèles et à la fintech, comment vous ressentez les choses? Est-ce que ils s'y intéressent parce que simplement il faut s'y intéresser, vous êtes une cible électorale parmi d'autres, ou est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie curiosité, il y a un vrai attrait? Finalement, ils s'intéressent au modèle qu'il y a derrière et qui est demain créateur, évidemment, de richesse pour l'économie. Alors, j'espère que s'ils s'intéressent à nous, parce qu'on est une cible électorale, qu'ils ont quand même fait leur maths avant, c'est-à-dire qu'on est 60 membres dans l'association France FinTech, disons qu'on est 30 par société en moyenne, ça ne vaut pas le coup de consacrer trop de temps à cette cible, vaut mieux aller faire les marchés. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont vraiment compris que c'était un enjeu de souveraineté nationale, d'avoir une finance et une technologie forte. J'ai été aussi invité à la commission des finances du Sénat pour témoigner devant un sénateur. Franchement, j'étais littéralement bluffé par la qualité des questions et l'engagement qu'il y avait. Je sentais que ce n'était pas simplement un intérêt de façade. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour votre portrait numérique. On va rentrer dans le vif du sujet du business de Lendix avec la rubrique Chit Chat. Alors, Chit Chat, la discussion sur le business de Lendix. Une première question de ma part. Est-ce que vous pensez que c'est un marché où le gagnant, comme disent les anglo-saxons, winner takes all? C'est-à-dire que le gagnant prend tout le marché? Alors, d'abord, non, je ne pense pas. D'abord, je ne pense pas qu'il y aura un grand gagnant mondial. Contrairement à beaucoup de modèles dans la technologie, Facebook, LinkedIn, etc., ce sont des grands gagnants mondiaux. Ils prennent tout le marché au niveau mondial et on voit qu'il n'y a personne qui peut pousser dans leur ombre. Là, il y aura d'abord des gagnants locaux. Ce n'est pas un marché mondial, le marché de la fintech, en tout cas le marché du prêt, des plateformes de prêt, pour être plus spécifique. C'est un marché multilocal. Première chose. Deuxième chose, en chaque pays, je ne crois pas qu'un gagnant prenne tout. Il y aura 3 ou 4 gagnants. Indéniablement, pas 50 gagnants, pas 60 gagnants. Vous parliez de l'univers concurrentiel dans le portrait. En fait, l'univers concurrentiel, il est complètement fou. On était 60 sur la ligne de départ il y a un an. C'est un peu, je ne sais pas vous rappeler, du 118-218, c'est à peu près la même histoire. 60 qui veulent faire du renseignement téléphonique et puis à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je nous souhaite un peu plus de succès que le renseignement téléphonique. Il y a d'autres choses qui ont chamboulé le renseignement téléphonique après, mais tout ça pour dire, le marché se concentre néanmoins beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Vous faisiez aussi allusion au rachat d'un de nos concurrents. Je ne pensais pas que ça arriverait tout ça aussi vite. Pourquoi pas de marché mondial? Pourquoi un marché segmenté ou cloisonné? Pour 4 grandes raisons. Première, elle est réglementaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas opérer de New York ou de Londres dans le monde entier. Il faut être agréé localement. Donc ça, c'est une première raison avec des équipes locales. La deuxième chose, c'est que vos prêteurs, notamment les prêteurs particuliers, ils ont besoin de prêter dans leur monnaie. Aujourd'hui, faire venir des Américains qui gagnent leur vie en dollars pour faire des prêts en France, en euros, assez compliqué. Puis la troisième chose, c'est les emprunteurs. Les emprunteurs, une entreprise qui vient chercher de l'argent, elle s'en moque un peu, en fait, de venir sur le plus grand site mondial. Ce qu'elle veut, c'est de l'argent à la fin. Comme vous pouvez aussi bien emprunter de l'argent auprès de HSBC, qui est une banque mondialement implantée, que des caisses d'épargne Midi-Pyrénées.
À la fin, vous voulez votre prêt, point barre. Et puis le dernier point fondamental, c'est qu'on a la chance d'avoir des marchés locaux suffisamment profonds pour faire des entreprises rentables localement. On n'a pas une obligation d'aller à l'international pour être rentable à tout prix. Ce qui est très différent de plein de modèles dans la tech où si vous n'êtes pas mondial, vous n'existez même pas en termes de chiffre d'affaires. Benjamin. Oui, moi je voulais revenir sur la manière dont finalement vous structurez la confiance de vos investisseurs particuliers, puisque finalement votre modèle de crowdsourcing fait que c'est à travers la manière dont les gens vont avoir confiance dans ce que vous allez faire de leur argent que vous allez structurer cette spirale positive. Pour vous, c'est quoi les éléments clés qui font qu'aujourd'hui vous arrivez à structurer cette confiance ? La confiance, alors c'est le maître mot chez nous, c'est très clair. Nous, c'est ensemble faisons crédit au PME, notre baseline, un crédit au sens où vous avez compris le double jeu sur le mot. C'est aussi le point, et je reviens sur votre question de démarrage sur Lending Club, c'est un problème de confiance, Lending Club. Ça peut paraître disproportionné la mesure, effectivement, d'émissionner Renaud Laplanche. Le problème, c'est que la confiance a été brisée. Et comment on crée cette confiance ? Je pense que la réponse est assez claire pour l'ensemble des joueurs dans cet écosystème, c'est par la transparence. C'est-à-dire qu'il y a une transparence totale. Aujourd'hui, quand je vous dis que j'ai fait 22 millions d'euros de prêts, vous pouvez me croire ou pas me croire. Souvent, dans le commerce électronique, il y a beaucoup d'intox sur le chiffre d'affaires des e-commerçants. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Chez nous, c'est très simple. Vous allez sur le site, il y a une page statistique. En bas, vous téléchargez un fichier Excel. Dans le fichier Excel, vous avez l'intégralité des prêts qu'on a fait, les durées, les entreprises, etc. Donc, en donnant une énorme transparence sur tout ce que vous faites, c'est comme ça que vous créez la confiance. Vous dites à celui qui vient prêter son argent ou emprunter, vous dites, regardez tout ce que j'ai fait, je suis à livre ouvert. Et c'est le fait d'être à livre ouvert sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, que les gens ont envie de vous faire confiance. Donc c'est des éléments de preuve en fait. C'est des éléments de preuve et on prouve par la transparence. Il y a eu de la casse, des entreprises qui n'ont pas remboursé ? Alors, chez nous, non, mais ça arrivera mécaniquement. Ça, c'est intrinsèque au modèle. Ça, on l'explique aussi. Ça aussi, c'est une manière de créer la confiance, c'est-à-dire de l'expliquer très clairement aux prêteurs. Ne pas faire croire que c'est une martingale en placement magique. Ça n'existe pas, les placements magiques. Au contraire, ce qu'on est en train de redécouvrir en ce moment, et ce qu'on explique aux épargnants, c'est dire no gain, no risk, no gain. Si vous voulez rester sur votre livret A à 0,75% par an, vous aurez doublé votre capital dans 95 ans. Donc il faut oublier le livret A quand les enfants naissent pour leur offrir une voiture à l'adolescence. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc il faut accepter de prendre du risque. Et c'est ce qu'on explique. Et bien sûr, quand il y a du risque, il peut y avoir une perte en capital. Et justement, l'ensemble de vos particuliers prêteurs, qu'est-ce qui les motive ? C'est vraiment l'appât du gain ? C'est le geste citoyen ? C'est le fait finalement de diversifier leur économie en allant marginalement sur des choses un petit peu plus risquées ou plus exotiques. Qu'est-ce qui les motive ? On les a sondés avec un an de recul pour vraiment comprendre ce qui les motivait. Oui, il n'a pas du gain. Il y a un espèce de seuil psychologique qui a été déterminé qui est de 3%. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 3% sur votre épargne, vous n'avez même pas envie de faire l'effort de le placer. Puis à moins de 3%, franchement, autant laisser dormir l'argent sur le compte courant. Et c'est pour ça que cette année, il y a eu un record d'argent mobilisé sur les comptes courants, plus 36 milliards d'euros. C'est considérable, c'est-à-dire que les Français ont préféré laisser l'argent dormir sur leur compte plutôt que le placer. Et nous, on est justement au-dessus de ce 3% en promesse. Donc ce qui veut dire que c'est une motivation pour venir placer son épargne et avoir un rendement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement d'être acteur de son épargne. Ce qu'ils aiment chez nous, c'est quand ils viennent placer leur argent, il n'y a pas de frais, ils savent où ils mettent leur cash, ils le comprennent. Ce n'est pas un produit financier compliqué. Et ça, c'est une motivation réelle. Les Français ont le goût du risque ou pas ? On a souvent tendance à dire qu'ils préfèrent en effet le livret A à la prise de risque. On le voit en bourse où c'est assez compliqué. Je pense que ce qui fait nous, on n'a quasiment rien dépensé d'ailleurs en acquisition de prêteurs. Et on est vraiment surpris par le bon bouche à oreille et l'effet boule de neige qu'il y a. Je pense que, bien sûr qu'il y a du risque, mais il n'y a pas un risque fort comme il peut y avoir par exemple sur les actions cotées ou non cotées a fortiori. Je pense qu'on est le bon degré de risque qu'ils sont prêts à prendre aujourd'hui, même si on a encore énormément évangélisé, on est au démarrage en phénomène. Et le profil de vos clients, enfin des prêteurs, c'est quel profil socio-démo et c'est quelle enveloppe d'ailleurs qui place en général chez Lendix ? Alors, on est typiquement dans le profil du early adopter, de celui qui accepte d'ouvrir les marchés. Ce qui est très marrant, c'est qu'il a moins de 40 ans, très urbanisé, très diplômé. Voilà. Ça, c'est le profil. Je ne vais pas faire des comparaisons trop hâtives avec Lending Club, je ne sais pas si c'est l'époque, mais j'ai comparé nos stats à celles de Lending Club quand ils ont commencé il y a 10 ans. C'était exactement le même profil chez Lending Club il y a 10 ans. Moins de 40 ans, grand centre urbain, San Francisco, New York, etc. Aujourd'hui, chez Lending Club, ils en sont où ? Ils en sont à 55 ans de moyenne d'âge, tous les États-Unis. Et nous, notre challenge, c'est de passer d'une clientèle de early adopter à la clientèle massive française des épargnants moyens. Un contexte de taux négatif, ou presque, ou taux zéro, disons, c'est plutôt favorable pour vous ? Alors, paradoxalement, oui, c'est favorable côté prêteur parce que
quand vous avez des taux à zéro, vous êtes obligé de prendre des risques pour gagner de l'argent. Et c'est même favorable côté emprunteur. Alors, vous allez dire pourquoi? Parce qu'une entreprise, à la limite, qui emprunte à zéro, elle devrait être ravie. Sauf que ce que les entreprises sont en train de découvrir, c'est que quand quelqu'un vous prête à zéro ou à quasi zéro, en fait, il ne peut plus assumer le risque. Et c'est ça le problème actuel du système. C'est-à-dire que si moi, je vous prête de l'argent à 1 ou 2%, peut-être que je vais vous le prêter, mais dans ce cas-là, je veux que le dossier soit nickel de chez nickel. Ça veut dire quoi? Je suis obligé de prendre ceinture et bretelles. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre avec des taux aussi faibles. Donc, ce qui fait que les banques prêtent, bien évidemment, mais prêtent à des dossiers où elles peuvent se surprotéger. Elles vont demander des contre-garanties, elles vont demander des cautions personnelles, elles vont aller voir la BPI pour qu'ils contre-garantissent une partie du prêt, etc. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est toute la zone qui vient après cette zone blanche ultra clean, de dossiers qui méritent bien sûr d'emprunter, qui empruntent d'ailleurs auprès du système bancaire, mais qui ont pas forcément la capacité de répondre aux normes ceinture et bretelles du système bancaire actuel. On apporte de l'oxygène au système. On apporte de l'oxygène au système. C'est encore de façon modeste, en effet, 0,0001%. Exactement. Et le fait d'avoir choisi l'Espagne et l'Italie pour sortir de France plutôt qu'un pays anglo-saxon ou l'Allemagne ou l'Europe du Nord, alors, ça tient à quoi? Ça tient à plusieurs choses. Pourquoi on a évité déjà le Royaume-Uni? Une raison très simple, le Royaume-Uni, c'est là où ça a commencé, il y a 10 ans. Donc le secteur est bien plus en avance qu'en Europe continentale, donc on a conscience de nos faiblesses aussi, on ne va pas aller se frotter à des gens extrêmement établis. L'Allemagne, on n'y est pas allé non plus pour l'instant, parce qu'il y a une relation PME-banque très forte en Allemagne, et c'est compliqué d'hisser une feuille de papier entre elles. Donc on préfère ne pas aller se battre dans une famille trop unie. En revanche, ce n'est pas du tout le cas en Espagne et en Italie. En Espagne et en Italie, les banques ont beaucoup plus souffert qu'en France, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de PME. Et il y a plus de PME d'ailleurs en Espagne qu'il y en a en France. Donc on croit beaucoup notamment au marché espagnol. Et le troisième point qui est fondamental, et ça rejoint la question de Thomas tout à l'heure, c'est le réglementaire. C'est qu'il y a une réglementation, notamment en Espagne, qui est en train de se mettre en place, qui fait qu'on peut opérer dans un cadre juridique prédéfini et agréé à la fois par la CNMV, qui est l'équivalent de l'AMF espagnole, et de la Banco de espagnole. Et Benjamin, une dernière question pour Chitchat et on va enchaîner avec notre rubrique Forward. Oui, moi j'avais une dernière question. On dit souvent que toutes les liquidités des marchés financiers n'arrivent pas finalement vers ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les entreprises. Est-ce que vous, finalement, avec votre modèle, c'est pratiquement les particuliers qui vont prêter aux entreprises, ce qui est quand même un certain paradoxe. Est-ce que ça veut dire que vous imaginez que dans l'évolution de votre modèle, ça peut aussi être des institutionnels qui vous confient de l'argent que derrière vous allez prêter aux PME? Alors en fait, dès notre naissance, on est parti sur ce double modèle. Là, j'ai simplifié le discours en parlant des investisseurs privés, mais en fait, dès le démarrage, on est parti investisseurs privés et investisseurs institutionnels qui prêtent aux entreprises. On a même une majorité d'investisseurs institutionnels. Vous évoquiez également tout à l'heure le fait que Matmut et CNP Assurance rentrent à notre capital. Ils vont non seulement rentrer à notre capital pour 12 millions d'euros, comme Thomas l'a rappelé tout à l'heure, mais ils vont également investir 20 millions d'euros sur la plateforme pour faire des prêts aux entreprises. Donc c'est un engagement de leur part aussi d'utiliser leur liquidité pour financer l'économie. Bon, je rajoute une petite question. Certaines grandes institutions s'inquiètent d'être des dinosaures et de risquer de disparaître. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'il y a une vraie menace, une ubérisation ultime? Alors, en tant que tel, ces institutions sont très bien établies, donc il y a un effet paquebot aussi. Je ne crois pas du tout à l'Index ou d'autres faisant disparaître le système. Pas la météorite qui va les rayer de la carte. Non, par contre, je pense qu'on les oblige néanmoins à se réinventer. C'est-à-dire qu'on met en standard dans la manière d'interagir avec le client, le consommateur, l'épargnant, qui fait qu'ils doivent s'adapter. Ils ne peuvent pas rester dans leur process d'interaction client aussi old school qu'ils le sont. Merci pour ces explications. Allez, dernière rubrique, la rubrique Forward. Allez, on commence par vous, Benjamin. Alors moi, je voulais vous reparler d'Amazon et notamment de la manière dont il compte bousculer la mode. En effet, Amazon n'est pas seulement un distributeur. Depuis quelques temps, il se comporte aussi comme finalement n'importe quel distributeur classique que l'on connaît, avec la création de marques distributeurs. C'est ainsi qu'on a vu des marques comme Franklin & Freeman, Franklin Tailored, etc., etc. Bref, c'est pratiquement 1800 références qui aujourd'hui sont véhiculées par ces marques premium. Alors, derrière la stratégie d'Amazon, elle est assez claire. Évidemment, c'est un moyen de compléter la gamme, d'éviter les trous dans la raquette, de connaître davantage ses clients, puisque quand on connaît la taille, évidemment, avec laquelle ils s'habillent et la pointure de leurs chaussures, on augmente évidemment la connaissance client. Et puis, c'est aussi essayer de mettre la main sur un marché qui est de plus de 80 milliards de dollars. En tout cas, il est estimé comme tel. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que, finalement,
un distributeur comme Amazon, alors que dans le passé, ils ont testé déjà un certain nombre de modèles. Ils ont testé des modèles de la vente privée, ils ont testé des modèles de distribution indirecte. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci Être producteur. dans la mode. Dans la mode, où finalement, la désirabilité des produits vient notamment de la capacité à construire des marques premium, et où cette désirabilité, elle vient aussi du fait qu'une partie de la mode vient de l'Europe. C'est marrant parce que ça fait écho à un autre débat, celui des tuyaux et des contenus. On le voit avec SFR qui rapproche les deux. Un avis peut-être, alors Olivier, sur cet enjeu? Vous l'avez compris, et ça se voit peut-être, je ne suis pas un expert de la mode. Mais sur la stratégie, vous avez mais sur la stratégie, je d'entreprise. pense qu'il y a une motivation chez Amazon à faire cela, que vous n'avez peut-être pas cité, et à mon avis qui est importante chez eux, c'est plus de marge. Parce que c'est quand même un business très besogneux, Amazon, où ils travaillent avec des très petites marges. Et le fait de lancer ses propres produits, et notamment dans le vêtement, où c'est une manière pour eux d'augmenter les marges de manière très forte, je pense que c'est ça qu'ils ont envie de tester avant tout. On a effectivement la double marge, distributeur et marque de producteur. distributeur, en fait, c'est un modèle qui existe aussi dans la grande C'est distribution. un modèle qui existe depuis très longtemps. Les MDD, Mais vont-ils réussir dans la mode? C'est vraiment la question, notamment quand ils vont aborder l'Europe. Philippe. Et c'est double marge, et c'est aussi la manière de créer de la différenciation, ce qui est aussi un problème des e-commerçants, de n'être acheté que pour du prix, parce que les produits sont trop banalisés ou trop semblables d'une plateforme à l'autre. Méfiez-vous, Amazon va sur tous les marchés, il va arriver un jour sur le prêt au PME. Mais il y est déjà, bon en fait. Amazon, pour les marchands, Amazon, ils ont fait d'ailleurs un accord avec Lending Club, si je ne dis pas de bêtises, notamment, ils ont un accord qui permet de préfinancer les marchands sur des durées court terme. Vous pourriez travailler avec eux aussi pour distribuer... C'est une forme d'affacturage. C'est un appel, si Amazon France nous regarde, ou Espagne ou Italie, faisons quelque chose ensemble. Ouais. C'est une forme d'affacturage. Oui, c'est une forme d'affacturage. En plus, ils ont un point fort, vous l'avez dit, ils ont beaucoup de données. Donc, quand il faut faire un scoring crédit sur un commerçant qui utilise Amazon Marketplace, évidemment, ils ont des infos en plus que les simples bilans ou l'historique de l'entreprise. Alors, Philippe, Forward, vers où regardez-vous cette semaine? Moi, je regarde vers Marseille, et, non seulement la ville, mais la série que Netflix a lancée la semaine dernière, avec Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Géraldine Payas, une pléthore d'acteurs de renom, ce qui ne lui a pas interdit, enfin, ce qui ne l'a pas dispensé plutôt de se faire assassiner par la critique, avant même d'ailleurs d'être réellement disponible. Télérama lui a décerné un carton rouge, Le Monde a parlé d'accidents industriels, enfin bref, ça pourrait inquiéter TF1 puisque TF1 a acheté le droit de diffuser ce jeudi les 2 premiers épisodes de la série et d'y consacrer sa soirée. Et moi je pense que ça va être bon, les audiences vont être bonnes, et ça pour 2 raisons. D'abord à cause du foot. Et c'est normal puisque quand on parle de Marseille, mais c'est aussi parce que jeudi soir, Didier Deschamps vient sur le plateau du 20h de TF1 pour dévoiler la sélection de l'équipe de France à l'Euro 2016. Et ça, c'est toujours très bon pour l'audience. Quand en mai 2014, le même exercice avait été fait, voilà, ça fait gagner, je ne sais pas pourquoi, un des chiffres a un petit peu glissé, ça fait gagner plus d'1 million de téléspectateurs ce soir-là au JT de TF1 par rapport à sa moyenne. Et puis l'autre aspect, et là on revient finalement à la data et à la manière de l'analyser, on allait regarder sur la plateforme de Netflix combien d'abonnés avaient déjà noté la série, s'étaient prononcés sur la série et accessoirement quelle note ils lui avaient donné. D'abord la note est honorable, 3,6 sur 5 en moyenne, mais surtout en 5 jours à peine, et elle a déjà 2 fois ou presque 2 fois plus d'avis que Narcos, presque 2 fois plus qu'House of Cards. Ça veut dire qu'elle a été vue, déjà massivement vue par les clients de Netflix et que cet effet de curiosité, je pense qu'il jouera aussi sur TF1. Vous l'avez vu, vous, Philippe? Oui, j'ai vu les 8 épisodes. Vous en pensez quoi? Je trouve qu'on a dit beaucoup trop de mal. Ouais, c'est un peu violent. Moi aussi, j'ai regardé les premiers. Bon, c'est pas parfait comme House of Cards, mais ça se regarde quand même. Il y a des trucs intéressants. La distribution est réussie. Moi, je l'ai vu. Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu les épisodes. Par contre, j'ai vu les pré-rolls parce qu'aujourd'hui, on peut plus regarder une vidéo sur le web sans avoir un pré-roll sur la Marseille. Et j'avoue, basiquement, en tant que consommateur lambda, la bande-annonce m'a donné envie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du Netflix ça, plus la tribune, j'irai voir. Il y a du Netflix bashing de la part des critiques télé institutionnelles? Il y a de toute façon certains critiques à Télérama en particulier qui se font un principe de bâcher quiconque passe dans leur champ de vision. Et puis il y a eu, je pense, une maladresse de la part de Netflix qui a été de ne pas dissiper assez tôt
l'analogie entre House of Cards et Marseille. Marseille et House of Cards, c'est pas du tout la même histoire, la même manière de la raconter, c'est pas le même propos. Et malheureusement, ils ont laissé s'installer l'idée que c'était le House of Cards français, d'où une forme de déception. Benjamin, vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Bon, bah alors, Je ne l'ai TF1, pas vu. jeudi Voilà, soir. exactement. Voilà, merci messieurs, on arrive au terme de cette émission. Vous pourrez nous retrouver en replay sur Décideur TV, sur les réseaux sociaux proches de vous, chez vous, et puis bien sûr sur les sites de Dentsu et de NPA. Merci Olivier. Merci on vous à tous souhaite les trois. Bon vent pour la suite, vous reviendrez nous Merci. raconter les prochains épisodes. Ça se regarde comme sur Netflix de Lendix. Avec plaisir. À bientôt.